Chers amis, si je suis venu manifester avec vous en cette belle journée et à la veille de l'entrée dans le doux temps de l'Avent, ce n'est ni par plaisir ni par obligation, mais par un appel de la conscience et au nom des souvenirs les plus lointains de l'affection que mes parents m'ont donnée, aussi différemment que le leur permettait leur caractère d'homme et de femme. Je ne vis pas dans un monde rêvé et illusoire. Je sais qu'il n'y a pas plus de familles parfaites que d'hommes ou de femmes parfaits. Et que la vie humaine est aussi faite de souffrances, de blessures et d'erreurs. Pourtant, jusque très récemment, il y eut le don mutuel d'un homme et d'une femme à l'origine de chaque vie humaine. Il y a une famille à soutenir, à accompagner, à promouvoir même, à chaque fois que nos étreintes donnent la vie. Une des dernières choses qui ne s'achètent, ni ne se décrètent. Nous ne sommes jamais prêts et compétents pour être parents. Et pourtant, qui est mieux placé pour accueillir, aimer, élever, faire grandir cet enfant que les parents toujours ingénus à qui il a été mystérieusement confié? On ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas non plus ses enfants ou sa belle famille. La famille nous ouvre enfin et surtout à une autre différence, la plus radicale qui soit, à la différence des sexes. C'est grâce à toutes ces différences rassemblées dans la famille et à travers les blessures affectives de chacun que le véritable vivre ensemble se construit, s'apprend, se transmet. C'est sans doute ce qui faisait dire à Victor Hugo que la famille est le cristal de la société. Il est bon, chers amis, que nous ne modifions pas génétiquement les humains, que nous ne congélions pas ovules et spermatozoïdes pour fabriquer son enfant après sa carrière, voire après sa mort. Il est bon également que nous ne mélangions pas les cellules humaines et animales. Au-delà du sentiment réprobateur que nous inspirent de telles inepties, il pose la question de la limitation de nos désirs en vue d'un bien commun, supérieur, véritablement universel. Les catastrophes d'Hiroshima et de Nagasaki, évoquées cette semaine par le pape François au Japon, nous ont montré qu'il n'est pas bon de mettre en œuvre tout ce que la science nous propose et tout ce que nos intérêts nous dictent. Le professeur Lejeune, qui a découvert l'origine génétique de ce que nous appelons depuis la trisomie 21, disait que si la connaissance scientifique s'accumule, avec les siècles, la sagesse, elle, doit renaître à chaque génération. Nous voulons être le signe de cette sagesse, en rappelant nos gouvernants et nos chercheurs à la raison. La science ne fera jamais de nous des dieux, mais elle risque de faire d'eux des sorciers. À Béziers, ce matin, nous sommes venus nous faire entendre, à défaut parfois d'être écoutés, et nous rendre visibles, à défaut parfois d'être regardés, pour dire que nos désirs ne sont pas la mesure de toute chose, et que seul le bien commun doit faire l'objet de toute action politique et scientifique. Croire ces désirs tout-puissants, c'est voir l'homme en tout petit. Mais avant d'être un droit, un devoir ou un combat, notre protestation contre la déconstruction de la famille est un témoignage. Notre présence ici nous renvoie humblement, chacun, à sa propre vie et aux conséquences collectives de ses décisions familiales, à sa mission et à ses difficultés spécifiques de père, de mère, d'époux, d'épouse, de célibataire, de veuf, etc. Nous le savons aussi bien que n'importe qui, aucune vie humaine n'est facile. Concernant l'autorisation de la PMA pour toutes les femmes fertiles, nous rappelons que l'absence de père dans une famille, même dans une ville ou d'une nation, crée toujours un vide et une souffrance. La première charité que nous devons à ceux qui la subissent, c'est de la reconnaître
et de l'écouter. C'est la souffrance des enfants dont les parents sont séparés ou absents. C'est également celle des Français abandonnés qui portent chaque semaine un gilet jaune depuis plus d'1 an. Et celle des migrants déracinés et abreuvés de fausses promesses. C'est en vain qu'ils essayent de nier cette souffrance, de la cacher, d'inverser le sens des mots plutôt que le cours des choses, de mieux mentir et davantage brutaliser la société pour faire durer ce que Charles Péguy aurait appelé un ordre injuste qui cache les pires désordres. C'est en vain, car année après année, la famille et la nation sont plus fragiles, moins fécondes et en proie à de nouvelles divisions. L'histoire et le cœur nous l'enseignent. L'attention aux plus pauvres et aux plus fragiles, fondement de la civilisation de l'amour, est le seul moyen de prolongement des sociétés humaines. La fraternité, heureusement gravée sur le fronton de nos mairies, ne désigne pas seulement un beau principe, mais également un principe vital. Cette fraternité se construit au sein de familles, dans la découverte bouleversante d'une origine, d'une filiation commune. C'est le père qu'ils ont en commun qui fait que les hommes peuvent devenir des frères. Pas le fait de s'inscrire dans le projet d'un homme politique, d'un actionnaire, d'un consommateur ou d'un parent d'intention. Nous ne sommes pas des projets humains. C'est parce qu'on n'y décide pas tout, et parfois même pas grand-chose, que la famille est la base d'un ordre enraciné dans le don de soi et l'accueil de l'autre, fût-il non désiré. C'est peut-être aussi parce que cet ordre n'est pas contractuel et régi par l'homme qu'il fut la cible de tous les totalitarismes. La société familiale apparaît à nouveau aujourd'hui comme le meilleur obstacle des rêves lucratifs aux rêves lucratifs et prométhéens. Protégeons-la. C'est parce qu'il y a encore des hommes et des pères dans nos familles que nous pouvons pousser ce cri qui en dit tant sur notre civilisation, les femmes et les enfants d'abord. Merci de votre attention.